je vous propose de reprendre nos travaux par une deuxième table ronde qui, cette fois-ci, va clairement aller dans l'après 1945. Et pour commencer, première intervention, celle de notre collègue Gérard Bossuat de l'Université de Cergy-Pontoise, émérite, comme moi, et donc pour une intervention sur comment Monnet et Schuman conçoivent-ils l'unité européenne. Mon cher Gérard, je te cède le micro. Merci. Quelle responsabilité. Bien, merci. Donc, ma copie, c'était de faire quelque chose sur Monnet et évidemment l'unité européenne. Alors, c'est vrai qu'il peut être paradoxal de chercher à préciser l'image que Monnet donne de l'unité européenne. Oui, je sais pas, ça marche? Oui. Alors, pour répondre à cette question, qui est banale, ça, je reconnais qu'elle est banale. Simplement, il faut gratter pour voir un peu derrière les mots classiques, généraux, sans précision. Il faut justement que le travail de l'historien intervienne et c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors, pour travailler sur cette question, on dit un petit mot aussi des archives toujours. J'ai utilisé la correspondance de Monnet avec Robert Schuman. On vous en a parlé déjà et tout à l'heure. J'avoue que je suis un petit peu déçu de cette correspondance dans la mesure où ce sont des papiers officiels en quelque sorte. Enfin, ce sont des rapports que, entre autres, on dit correspondance, mais c'est un terme vague. Il y a aussi il y a une correspondance donc un peu officielle entre les, les cabinets des ministres, etc. Et donc, bon, correspondance, c'est ce titre-là qu'a été publié justement un certain nombre de témoignages. Ça a été donc publié dans les cahiers rouges de la Fondation Jean Monnet dont on a parlé déjà tout à l'heure, hein. Bien, alors, avec cet angle d'approche, euh, pour laquelle finalement, euh, enfin, cette approche, il s'agit de voir un petit peu ce qui, derrière les mots, derrière les mots, c'est un grand, euh, essayer de dégager finalement l'essentiel d'une pensée. Bon, alors, je dis pas que j'ai réussi, loin de là, parce que j'estime que mes sources sont quand même relativement faibles en ce sens qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'informations, hein. Enfin, il en reste pas moins que je voudrais maintenant essayer de présenter la façon dont Monnet conçoit l'unité européenne à travers, j'ai 5 exemples. Euh, Quand il était à Alger, entre août et octobre 1943, là, on a des textes. Après, il y a le plan, à l'occasion du plan de modernisation et d'équipement, on parle aussi d'unité européenne, où on n'en parle pas d'ailleurs. Enfin, on évoque quand même un petit peu la question. Plan Marshall et l'unité européenne, ça c'est très important. C'est les Américains qui interviennent quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je crois, dans les questions. Oui, les Américains ont joué un rôle important aussi. Je ne sais pas dans quoi d'ailleurs exactement. Enfin, en termes financiers, bien évidemment, on connaît le plan Marshall, à quoi ça sert. Mais en termes de réflexion sur l'unité européenne, bon, on va voir ce qu'on peut en tirer. Euh, c'est pas, hein, c'est pas une grande déclaration de politique générale concernant l'unité européenne qui apparaît là-dedans. C'est une réaction finalement à l'immédiateté. Bon, le quatrième thème, c'est le plan Schuman. C'est le plan Schuman. Alors, est-ce que le plan Schuman, c'est une avancée ou bien est-ce que c'est un intermède? Je ne sais pas encore très bien, on va voir. Et puis, finalement, je ne fais pas grand-chose, hein. Et puis, il y a aussi l'unité européenne et l'OTAN. Alors là, ma voisine est particulièrement compétente, mais moi, j'ai des choses à dire aussi là-dessus, en particulier sur le problème allemand.
Et puis une dernière question qui terminera finalement l'intervention de 20 minutes. Le problème de l'unité européenne, c'est quoi? Est-ce que c'est l'unité? Quand on dit unité européenne, bon, bah, c'est clair, c'est limité géographiquement. Voilà. Mais est-ce que Monnet a en tête uniquement l'union des Européens? Est-ce qu'il n'a pas autre chose derrière la tête, comme l'union des hommes? Alors, j'en ai un peu discuté d'ailleurs dans l'assistance tout à l'heure autour du café. Il y a des gens qui pensent que Monnet, c'est quelqu'un qui est très. Enfin, qui pense à l'union des hommes, hein. Oui, l'union des hommes, on peut dire ça. Et c'est tellement généraliste, si vous voulez, que c'est difficile qu'est-ce qu'on met derrière ça? Alors, il y a dans la correspondance, il y a peu de choses. Il y a beaucoup de témoignages sur ce que pense ou sur ce qu'est censé penser Monnet, et ça vient des milieux, ça vient des milieux fédéralistes la plupart du temps. Et puis ça vient aussi de Lausanne même, parce que le professeur Ribben en particulier était quelqu'un de très, de, enfin, il considérait que Monnet effectivement avait cette idée-là, était porteur de cette idée de l'unité des hommes, pas seulement de l'union des Européens. Alors, est-ce que ça a un sens vraiment? Je ne sais pas trop, vous en jugerez après. Bon, premier sujet, enfin, premier moment, disons, où on peut arriver à dégager quelque chose par rapport à ce thème de l'unité européenne, c'est ce qui se passe à Alger du 5 août au 17 octobre 1943. Ça nous met loin derrière, hein. C'est intéressant parce que d'habitude, on ne voit pas tellement Monnet. Enfin, Monnet à Alger, qu'est-ce que c'est? Bon, Alger, tout le monde sait ce que c'est et quelle est la situation à l'époque. C'est pas la guerre encore, hein. Justement, donc c'est le lieu de rassemblement des gaullistes et puis des résistants. Et c'est l'intervention américano-britannique, c'est le débarquement hein, de novembre 1942. Donc, à la suite de ça, De Gaulle s'installe à Alger, mais avant que De Gaulle n'intervienne vraiment, il commence à prendre il commence à avoir un rôle important à partir, disons, de avril 1943. Bon, avant ça, c'est Roosevelt qui veut absolument que Monnet aille à Alger pour populariser la politique américaine. C'est donc, pour moi, Monnet, à cette époque-là, est l'homme des Américains. Hein, il est envoyé par Roosevelt, il n'y a pas de doute. Alors, il est envoyé par Roosevelt. Pourquoi faire? Ben, tout simplement pour mettre la résistance, si c'est possible, sous la direction du général Giraud. Et le général Giraud, c'est quelqu'un qui, justement, est censé faire la politique américaine. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'unité européenne à ce moment-là, à Alger? Alors, les dates 5 août, c'est une première réunion, puis 17 octobre, c'en est une autre. Mais en gros, De Gaulle a demandé aux à ses amis politiques et au CFLN, au comité de la France libre. Il a demandé donc à ces gens, à ces membres de ce comité, de faire des propositions de politique étrangère pour, pour l'après, pour euh, pour l'après-guerre en quelque sorte. Il s'agit de se préparer en quelque sorte le programme du nouveau gouvernement provisoire. Et donc, chaque Couve de Murville, par exemple, et d'autres encore, évidemment, et donc Monet là-dedans, et d'autres encore une fois, sont amenés à faire des propositions sur ce que pourrait être la politique étrangère de la France. Et justement, Monet est un des seuls, voire même, je crois, le seul, d'après ce que j'ai lu, moi. C'est pas très bien toujours qui fait quoi. Et bon, mais il est le seul à parler de ce qu'on a déjà dit à propos de Monet à Alger, à savoir
faire construire un État européen de la grosse métallurgie dénationalisée. Voilà, je cite, hein, c'est un extrait, c'est une citation. Alors, quelle est la réaction de Gaulle? De Gaulle, il est contre. Quoi ça fait rire? Il est contre, et bien sûr, lui, alors, il va exprimer sa politique pour l'après-guerre, il va l'exprimer dans une interview au Times en 45, mais pour lui, c'est le rapport, l'important, c'est le rapport de force entre les nations, entre les États, et cetera. Donc, Monnet envisageait que la France prenne la tête de la réorganisation de l'Europe, comme De Gaulle, mais la différence, c'est qu'il voyait une réorganisation à égalité. Le mot à égalité est très important parce qu'il ne voit pas, par exemple, nous, on est sur l'idée peut-être que l'Allemagne doit payer, enfin, comme en 14. Alors oui, il y en a qui pensent encore ça, évidemment, beaucoup même, tandis que lui, non, on considère l'Allemagne, bon, vaincue, certes, euh, mais non pas comme une espèce de proie qu'on pourrait déchiqueter ou qu'on pourrait utiliser, je ne sais pas comment, mais comme une partie prenante à égalité donc du dialogue intereuropéen après la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il en reste de cette idée? Il en reste des choses pour l'histoire. Mais ça, c'est important peut-être pour nous de comprendre comment se construit la pensée, la pensée politique et européenne de Monnet, mais il y a bien cette volonté qui est déjà affirmée chez lui. Alors, je ne sais pas comment ça fonctionne avant, je vous dis franchement les choses. C'est-à-dire avant cette lettre, parce qu'on n'a rien retrouvé d'autre. Enfin, ces lettres, ces documents, etc. Du 5 août et du 17 octobre, c'est assez original. Voilà. Alors, est-ce que c'est une première étape vers le plan Schuman? Moi, je dis pas ça. On peut pas. Moi, on, on ne, on dit, on ne prévoit pas, on ne prédit pas l'avenir. Nous, en tant qu'historiens, on essaye de décrire une situation et d'essayer d'en rendre compte. Ce que j'observe, en tout cas, c'est qu'à Alger, en 1943, l'idée d'une entente autour d'un projet supranational, fédéral peut-être, il existe à ce moment-là. Et peut-être qu'il faut rechercher et trouver encore d'autres choses. Alors, il y a un autre moment aussi où les questions d'unité européenne se posent, c'est au moment du plan de modernisation et d'équipement. Alors là, je vais aller vite parce qu'il n'y a pas grand-chose, à mon avis. C'est-à-dire que la création du premier plan de 1946 aurait pu être l'occasion de partager une ambition européenne. Or, le plan d'équipement et de modernisation, le plan de modernisation et d'équipement plutôt, dont on est si fier en France, on est fier quand même du plan, parce que c'est lui qui a remonté l'économie française et qui a posé les bases finalement d'un développement économique important. Entre 1945 et 1948, alors retenez bien la date de 48, parce que c'est là où ça va changer, mais avant, si vous voulez, le plan, il est financé à la va comme je te pousse, excusez-moi. Euh, il est mal financé, il, il est, il y a pas de, il y a pas de projet européen derrière. Il aurait pu y avoir un projet au moins de coopération. Non. Alors, il y a quand même des secteurs qui peuvent être considérés comme appartenant à, euh, à l'idée européenne. Par exemple, l'entente, enfin, on recherche une entente au niveau du GATT, enfin, qui naît à cette époque-là, donc des droits de douane. Mais vous voyez, c'est partiel, c'est un petit aspect de l'activité, c'est pas un grand projet d'unité européenne. Donc, pas d'Europe dans le plan de modernisation et d'équipement. Et finalement,
c'est là où il faut faire intervenir la cavalerie américaine, parce que c'est là où les Américains interviennent avec le plan Marshall. Donc, comme date pour moi, c'est 1948. Enfin, le plan Marshall, c'est 47, bien sûr, mais on commence à mettre en place les instruments de fonctionnement du plan Marshall à partir de 1948, et en particulier euh, le 18, le 18 je sais plus si c'est le 18 avril ou enfin bon, en tout cas, il y a le 18 avril 48, oui, on a un document dans la correspondance qui montre que, heu, dans le cadre du plan Marshall, et c'est le 3e point, enfin d'une réponse possible à la question de l'unité européenne. Est-ce qu'il y a un projet d'unité européenne avec le plan Marshall? Ma réponse, elle est oui. Il y en a un, mais elle n'est pas forcément française. Elle est américaine d'abord, hein. Donc, le problème, c'est de savoir comment les Européens vont réagir, enfin vont s'emparer de cette idée-là. Et comment vont-ils réagir finalement, aux sollicitations américaines qui sont c'est plus que des sollicitations, c'est pas du Trump, hein, quand même, mais c'est fort, hein, enfin. Et dans le fond, bon, bah, on peut comprendre dans la mesure où les les Américains sont les seuls à être capables de nourrir les Français, par exemple. Tout à l'heure, ce matin, on a parlé justement de ces cargaisons de blé et cetera, ou de céréales. Oui, en effet, ça c'est un point important, mais c'est pas un acte européen. Il y a même pas de projet européen derrière. Voilà. Donc, plan Marshall et unité européenne, oui. Alors, quel est le point le plus intéressant, le plus positif, dans ces plus positif, c'est-à-dire porteur d'avenir? C'est probablement la création d'une organisation européenne, l'Organisation européenne de coopération économique, l'OSCE, qui a été créée avec les pays membres du plan Marshall. Et à ce propos-là, aux sollicitations américaines, et les Américains disent aux Européens, alors on le sait par la correspondance de Monnet justement, les Américains demandent aux Européens, je cite, de faire un effort pour l'action. Effort pour l'action. Alors, le terme est un peu sibyllin, hein, mais ça veut dire que les Américains demandent aux Européens de faire un effort pour partager l'aide et élaborer aussi un projet économique et industriel européen commun. Là, on voit apparaître une idée européenne, qui est une idée très, très simple en l'occurrence, et c'est simplement s'organiser économiquement pour ne pas, par exemple, investir dans des projets redondants, hein. Par exemple, la sidérurgie, c'est un cas. Chacun voulait sa sidérurgie avec les hauts fourneaux les plus modernes, les trains à bande, et cetera. Et donc, Cela. pardon? Non, non. Cela. Oui, c'est cela, oui, en effet. Et donc, cette organisation économique européenne, elle aurait pu être justement le début d'une organisation économique commune. Ça, c'est ça qui est important. On n'en est pas là maintenant, on parle plus de ça maintenant, ça c'est terminé. Tandis que, à cette époque-là, avec le plan Marshall, oui, on en parle. Alors, qu'est-ce qui a été réalisé? Bah, pas grand-chose. Justement, on peut dire qu'il y a une espèce d'échec, quand même. Même si, je sais bien que, l'UEP a été créé, pour faciliter les échanges, les échanges financiers, intereuropéens, mais le plan Marshall n'est pas devenu une sorte de structure de, heu, de création. Le plan Marshall n'a pas été à l'origine finalement d'une création, de l'Europe. Enfin, à mon avis, non. Je pourrais donner d'autres exemples si c'est nécessaire. Alors, en ce qui concerne, le à ce propos-là, Monnet, intervient puisque, en réponse finalement à l'appel des Américains, faire un effort européen véritable, eh bien, Monnet répond: «Oui, bien sûr, c'est ce qu'il faut faire, mais en créant», et le terme apparaît pour la première fois, me semble-t-il,
en créant une fédération de l'Ouest. Donc il y a l'idée d'une fédération, de l'Ouest. Donc on peut dire que Monnet avait en tête, dans l'esprit, une solution fédérale pour répondre aux malheurs de l'Europe. Et il le voit comme étant un effort pour être à la hauteur des États-Unis. Il admire beaucoup les États-Unis, comme vous savez, mais il voit aussi les résultats concrets. Les résultats concrets, c'est que le développement existe aux États-Unis, il n'existe pas en Europe à cette époque-là. Et il se rend bien compte que l'effort européen doit être à la hauteur du gigantesque effort financier américain. Bon, alors est-ce que les Américains obtiennent satisfaction? Ça, c'est pas donné. Mais ce qu'on peut dire sur l'OSCE, mais là, je voudrais répondre trop vite, sans doute, c'est que l'OSCE, finalement, a été un lieu de coopération. Ah, vous me direz, coopération, fédération, ben, c'est pas la même chose. Hein. Fédération, c'est autre chose. C'est vraiment une intégration à travers l'OSCE, oui. Oui. L'OECE, l'Organisation européenne de coopération économique. L'OSCE. Et donc, cette OSCE devient un lieu de coopération européenne. Oui, un lieu de coopération. Et la coopération dans la coopération, enfin les juristes ça par cœur, mais l'OSCE, c'est une organisation où finalement il faut que tout le monde soit d'accord pour que ça fonctionne. Sinon, c'est intergouvernemental, oui, en effet, tout à fait. Donc voilà un modèle. Alors est-ce que un modèle d'unité européenne? Alors est-ce que Monnet en fait son cheval de bataille? Non. Réponse non, c'est clair. Pour lui, l'OSCE, c'est l'OSCE, oui. Le SOGI. L'OSCE. Non, l'OSCE. L'OECE. Ouais, bien, voilà. C'est pas l'OSCE. Bon. Et c'est plus tard. Bon, donc, voilà. Est-ce que donc, de 1948 à 1952, si vous voulez, vous avez développement d'une coopération européenne qui fonctionne assez bien dans certains points, par exemple sur la répartition de l'aide, l'ouverture des marchés, la coopération monétaire, la création de l'Union européenne des paiements, aussi le GATT. Mais là, j'énumère des choses qui existent, mais ça ne crée pas forcément une unité européenne. Hein. Voilà. Alors donc, oui, j'arrive, hein, je suis au numéro 4, mais je peux aller plus vite. Pardon? Donc maintenant, le plan Schuman. Est-ce que le plan Schuman est un projet européen? Bon, là, la réponse, elle est évidente. Oui, évidemment. Hein. On a raison finalement de célébrer le plan Schuman pour ceux qui veulent l'unité européenne à la Monnet et à la Schuman. L'intérêt du plan Schuman, c'est de créer des institutions fédérales européennes. Mais les institutions fédérales dans le domaine du charbon et de l'acier, évidemment, mais qui pourraient être peut-être reproduites pour d'autres secteurs, la défense par exemple. Bon, cette idée-là. Ce projet Schuman, il a été contesté par la haute fonction publique dont on a parlé déjà, ici même, ce matin. Sont des gens qui comptent, ces hauts fonctionnaires. Quand par exemple M. Kojève, Alexandre Kojève, tout le monde connaît Alexandre Kojève, évidemment. Hein, mais non, je plaisante. Personne ne connaît Kojève. Oh, pardon. Allez. Ah, attends, laisse-moi me détendre. Hein. Donc, Alexandre Kojève, par exemple, qui est le prototype du haut fonctionnaire brillant, etc., philosophe égalien en plus. Hein. Kojève dit à son ministre, c'est-à-dire à Schuman, il lui demande, sinon d'écarter, je cite, du moins de surveiller les agissements de M. Monnet.
Là, c'est intéressant. Ah oui, si vous voulez la référence, je vous la donne, il n'y a pas de doute. Hein. Donc dire ça, enfin, c'est-à-dire, je ne sais pas s'il l'a prononcé, mais en tout cas, il l'a écrit puisqu'on le retrouve dans les archives. Hein. On l'a. Et il n'est pas le seul. Là, il y a une liste longue que je vous passerai parce qu'on n'a pas le temps. Hein. Mais à propos du plan Schuman, le réarmement allemand apparaît aussi. La question du réarmement est important et il apparaît à ce moment-là. Donc Monnet finalement demande, après le succès du plan Schuman, il réclame obstinément le réarmement allemand dans un cadre fédéral et non pas national. Hein. Alors pourquoi? Parce que il pense, comme d'autres en France à l'époque, que les Allemands risquent de céder à la tentation, à leur tentation, c'est-à-dire à l'impérialisme. Il est méfiant des Allemands, Monnet. Il est pas, c'est pas le grand amour, forcément. Et tout de suite, en tout cas, pas maintenant. Pas euh, pas à ce moment-là. Hein. Dans l'année qui suit, oui, les choses vont changer parce qu'il y a une négociation concernant le traité de Séka. Donc, il faut bien s'entendre avec les Allemands. Donc, quand on fait le bilan de ce que j'ai dit, enfin, vous le ferez d'ailleurs vous-même, mais est-ce qu'on a parlé d'unité européenne? Je ne trouve pas avoir parlé beaucoup d'unité européenne. Hein. Bon, j'ai dit avec le plan Schuman, c'est clair. Avec l'OTAN, se pose une autre question. Hein. Je ne veux pas marcher sur les plates-bandes de Jenny, mais comme ça, elle pourra me critiquer si c'est nécessaire. En ce qui concerne l'OTAN, Monnet est quelqu'un qui s'implique dans l'organisation de l'OTAN et du réarmement. Et finalement, il y a un moment entre 1950 et 1952, en même temps qu'on négocie d'ailleurs le traité de Séka, on ne sait pas très bien pour quelle institution Monnet travaille. Est-ce qu'il travaille pour l'OTAN ou est-ce qu'il travaille pour l'Europe? Hein. Là, il y a eu une phase OTAN, peut-être que tu pourras nous éclairer, mais enfin, je crois qu'au-delà de ce que je vous dis là, c'est difficile de voir vraiment si Monnet donne une connotation, une couleur euh, d'unité européenne à l'OTAN. Je pense qu'il cherche l'unité aussi européenne à propos de l'OTAN, mais c'est pas le plus important. Voilà. Alors, en même temps, ça me permet de dire une chose sur l'Allemagne. Monnet, finalement, est très méfiant vis-à-vis de l'Allemagne. Il est très méfiant et il pense que un réarmement de l'Allemagne dans le cadre de l'OTAN ou dans le cadre aussi d'une communauté européenne de type Schuman-Monnet, oui, ça serait une bonne chose parce que moi, je retiens de ce que j'ai lu qu'il craint la militarisation germanique de l'Europe. Hein. La, la, cette idée-là, c'est lié au fait que la France a une aventure, la France a une aventure coloniale, et cette aventure coloniale ne permet pas de bâtir une défense suffisante pour l'Europe. Bon, dernier point maintenant, vous inquiétez pas, ça va aller plus vite. Union des Européens, union des hommes. Eh bien, ce qu'on dit, c'est que Monnet a probablement, oui, chef, je vois, hein, revient donc l'idée de l'unité européenne, oui, mais il y a aussi des projets d'unité mondiale, d'unité générale. Voilà. Alors, je voudrais, je développerai un certain nombre de points dans mon papier écrit. En ce qui concerne la conclusion de toute cette affaire dans les années 45, même 43, parce que j'ai commencé en 43,
jusqu'aux années 50-55. À la fin de mon papier, je me suis demandé pourquoi je pensais qu'il fallait parler du projet de fusion franco-britannique. Vous me direz, c'est complètement hors sujet. Non, c'est pas hors sujet complètement, ni même partiellement, parce que le projet de fusion franco-britannique, en quelque sorte, invente une relation entre des États, entre des nations, une relation complètement nouvelle. Là, le projet de fusion, c'est un projet de disparition finalement, hein. Projet de fusion donc du 16 juin 1940, ça détruit complètement ce que l'histoire des pays européens a enseigné et a vécu depuis le XVIIIe siècle et même peut-être avant. Voilà. Donc c'est un modèle, mais c'est un modèle euh, qui n'est pas offert, enfin, qui n'est pas transmissible immédiatement. C'est un modèle qui est lié aux circonstances et au malheur. Voilà. Et l'Europe, c'est pas le malheur, c'est plutôt le bonheur, c'est plutôt la paix et l'organisation entre les hommes. Voilà.